Mesdames et messieurs, partenaires, financeurs, représentants des collectivités, institutionnels et plus largement les soutiens aux ateliers et chantiers d'insertion. Mesdames et messieurs, les présidents, directeurs et salariés permanents des ateliers et chantiers d'insertion. Mesdames et messieurs, les présidents et représentants des réseaux représentatifs des ACI. Aujourd'hui, il n'y a pas de réseau de l'IAE. Il y a un collectif de 6 réseaux. Cocagne, Coras, Emmaüs France, la Fédération des acteurs de la solidarité, le mouvement des régies et Chantier École, puis des partenaires qui soutiennent cet événement. France Active, les Restos du Cœur et le Cinési, qui ont souhaité vous réunir pour témoigner, échanger et débattre tout au long de cette journée. C'est au nom de ce collectif et des partenaires que j'ouvre cette manifestation qui est une première du genre. D'entrée, je tiens à saluer l'implication et la qualité du travail fourni par les techniciens de nos réseaux respectifs pour faire de cette journée une réussite, et cela en moins de 4 semaines. Si nous sommes si nombreux aujourd'hui, soit 527 personnes, c'est pour démontrer, s'il en est encore besoin, l'intérêt et la plus-value des ateliers et chantiers d'insertion, afin que le rôle primordial de ceux-ci soit reconnu. Nous avons intitulé cette journée « L'insertion par l'activité économique, la preuve par les ateliers et chantiers d'insertion ». Qu'il s'agisse de justice sociale, d'ancrage territorial, de transition écologique et alimentaire, d'impact sur l'environnement, de production de richesses, de développement économique, de coûts évités, de la préparation au retour à l'emploi, de l'accompagnement social et professionnel, et surtout de la prise en compte des personnes rencontrant des difficultés, les ACI ont toujours été là, et cela depuis pas moins de 40 ans. Les spécialistes, que sont Claude Alphandéry et Michel Abervé, nous en feront la démonstration dans leur prise de parole. Il en sera de même avec les différents témoignages que nous allons entendre tout au long de cette journée. En période de plein emploi, l'avènement de France Travail, la préparation de la feuille de route de l'IAE, malgré tout ce que vous faites depuis des décennies, nous avons le sentiment profond de toujours devoir faire nos preuves et de nous expliquer sur ce que nous faisons, malgré la circulaire de novembre 2005 qui dit, je cite, « Les ACI se situent dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Ils jouent un rôle essentiel dans la création et le développement d'activités nouvelles. » Et le rapport de la Cour des comptes de 2019 qui juge pertinent et efficace les ateliers et chantiers d'insertion. Cependant, qu'il s'agisse du rapport de l'IGAS, présenté le 25 janvier 2023 sur l'insertion par l'activité économique, de la circulaire du 7 avril 2023 relative au fonds d'inclusion dans l'emploi, de l'insuffisance de budget dans la dernière loi de finances, et dernièrement, des difficultés de déclinaison du budget de 134 millions d'euros supplémentaires, les incertitudes et les incompréhensions demeurent. La remise en cause des ACI est prégnante, pour ne pas dire permanente. Vous coûtez trop cher, vous devez innover, faites plus de sorties vers l'emploi, formez toujours plus, etc. Tels sont les messages qui nous sont régulièrement renvoyés. Cela engendrant de plus en plus de souffrance au travail de nos directions et plus largement de nos salariés permanents qui, pourtant, au quotidien, œuvrent pour accompagner toujours plus et mieux des personnes qui se sont trouvées au bord du chemin à un moment de leur vie. Cela étant principalement dû à une application arbitraire du rapport de l'IGAS et une interprétation de la circulaire du FIE, toujours au détriment des ACI. Cela se traduit principalement par, d'une part, une diminution des aides au poste ou un maintien du réalisé là où des projets de développement ont par ailleurs été validés par l'État. Et d'autre part, le désengagement de certains financeurs, dont principalement le Fonds social européen et les conseils départementaux, alors que nous accueillons pas moins de 33 000 BRSA par an. Ceci dit, il faut aussi mettre en avant que nous avons sur certains territoires de vrais soutiens, qu'il s'agisse des services déconcentrés et des collectivités territoriales. Eh bien non, nous n'allons pas nous résoudre à cette maltraitance qui fait fi de l'implication de pas moins de 8 000 salariés permanents et de 30 000 administrateurs qui s'engagent bénévolement dans les conseils d'administration pour le portage d'ateliers et chantiers d'insertion.
Je voudrais juste vous donner quelques chiffres pour illustrer ce que sont les ACI. 45 000 équivalents temps plein annuels, 60 000 nouvelles entrées en CDDI par an, dont plus de 50% de bénéficiaires du RSA, et au moins 26% de personnes au chômage depuis au moins 12 mois. Plus de 40 000 actions de formation cofinancées par an par le PICAE, plus de 5 000 encadrants et accompagnatrices sociales et professionnelles, et environ 3 000 salariés permanents sur les fonctions support. Compte tenu de l'impact que nous avons sur les territoires, les ACI sont un outil sur lequel il faut investir encore plus, peut-être mieux et pourquoi pas différemment. Monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, puis Monsieur Thibault Guilly, haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, que ce soit collectivement ou individuellement, ont plutôt rassuré les différents réseaux de l'IAE. Mais il est force de constater qu'entre la volonté politique et la traduction sur certains territoires, que des interrogations demeurent. Nous allons pouvoir échanger avec eux au cours de cette journée. Souhaitons que Monsieur le ministre saura nous rassurer et ouvrir de belles perspectives pour les ateliers et chantiers d'insertion. Merci à tous pour le temps. Merci à tous. Merci David Oriot, président du réseau Chantier École. Je vais vous demander d'accueillir maintenant vraiment comme il se doit, et à vous de juger, mais vous allez, j'imagine, bruit pour Claude Alfandéry qui est avec nous. Et on peut se lever. Merci à tous. J'aimerais vous voir mieux, reconnaître tant de camarades de combat. Je crois que je suis assez vieux pour avoir vécu tout le cheminement de l'économie sociale et solidaire. D'où elle vient, ce qu'elle est, et savoir où elle va. C'est ce que vous essayez de faire, c'est ce que nous allons essayer de faire ensemble. D'abord, la crise de 1930, la grande crise de 1930, qui n'est pas sans rapport avec la terrible guerre qui suivit, notre défaite, l'asservissement de la France, la résistance et par là les résistances, la libération et la naissance d'un nouvel ordre de la société et de l'économie. Quelques mots sur ce nouvel ordre de l'économie. Ce nouvel ordre, c'est en quelque sorte un armistice, une sorte d'armistice entre les forces du capital et l'économie sociale. En fait, les grands groupes capitalistes reconnaissent l'existence et la nécessité de services publics, de grands services publics, de la sécurité sociale et de certains droits des travailleurs dans leur emploi, dans leur travail. Et tout ceci conduit à des avancées non seulement sociales, mais aussi économiques. Ce sont les 30 glorieuses pendant lesquelles se sont développées à la fois l'économie et un certain mieux-être social.
Et puis, une grande cassure. Une cassure autour des années 80, avec, on le sait, Reagan aux États-Unis, Thatcher en Angleterre, mais un petit peu avant, nous avions eu Raymond Barre auprès de Giscard d'Estaing. Cassure parce que cette reconnaissance de l'économie sociale semble gêner l'expansion du capitalisme qui veut engager l'économie dans un processus de compétition sans frein pour des profits absolument démesurés. Et nous avons donc connu, à partir de ces années 80, avec, il faut le dire aussi, la chute de l'URSS, qui était une épine dans le talon de cette expansion démesurée, nous avons connu, il faut le dire, une économie qui s'est appuyée sur essentiellement la libération des échanges mondiaux, une pression de plus en plus forte sur le travail, sur la qualité du travail et la délocalisation du travail, qui s'est appuyée aussi sur l'exploitation de ressources, des ressources de la planète, mais aussi sur la technologie, sur les progrès de la technologie, et notamment sur la sophistication de la technologie financière. Alors nous avons connu cette période qui s'est étirée et dont les premiers effets ont été tout de même l'acquisition de biens impressionnants, quoique souvent inutiles et même quelquefois nuisibles, mais aux côtés de ces biens impressionnants, on a connu aussi la désorganisation des services publics, de certains biens communs, la montée d'inégalités, d'exclusion, et se profiler peu à peu, à partir des années 80, mais de plus en plus, on en a eu de plus en plus conscience, les menaces écologiques. Donc, tout ceci, avec, bien sûr, plus d'injustice, plus d'inégalités, des services publics qui ne correspondaient plus aux besoins d'une vie meilleure. Alors, ça, c'est le tableau. Et devant ce tableau, une résistance qui s'organise. Et la résistance qui s'organise, c'est vous. Ce sont toutes ces associations laïques ou chrétiennes venant, groupant dans tous les coins du pays, dans les villes et dans les régions rurales, à la mer et à la montagne, des gens qui n'acceptaient pas cette montée des injustices et qui voulaient réagir contre les dégâts multiples qui frappaient la vie sociale,
mais soit individuellement, soit collectivement, par des problèmes de logement, de sentiers, de santé, d'éducation, et bien entendu, essentiellement aussi des problèmes de travail. Et cette résistance, elle venait essentiellement des citoyens qui se regroupaient selon ce qu'ils pensaient être le plus important pour améliorer l'existence, mais elle ne pouvait pas se développer sans un soutien des pouvoirs publics. C'est là qu'on retrouve la nécessaire collaboration à partir de l'élan des citoyens. Il est nécessaire qu'ils trouvent un appui du côté des pouvoirs publics. Et ma chance à ce moment-là a été de me trouver à la confluence de l'un et de l'autre. D'un côté, le gouvernement de Michel Rocard venait en 1989 de créer le RMI, et Michel Rocard se disait, mais le revenu minimum d'insertion, ça suppose une insertion, ça suppose des initiatives qui permettent cette insertion. Et la chance a été, j'en dis un mot, c'est que je me suis trouvé pratiquement seul avec Michel Rocard et son ministre du Travail, Soisson, dans un téléphérique au-dessus de la tête, et qui est tombé en panne pendant environ 35 minutes. Et pendant 35 minutes, j'ai eu l'occasion de lui raconter ce que je voyais naître autour de moi. Toutes ces nouvelles associations, ces premiers chantiers, ces premiers ateliers, ces premières associations sous forme d'entreprises, commerciales ou non commerciales, et qu'elles étaient capables que leur premier souci, c'était de recruter des gens qui étaient en difficulté. C'était, comme je l'ai dit il y a un instant, le début de ce qu'on a appelé le chômage structurel. Et devant ce chômage structurel, les entreprises classiques n'arrivaient pas à récupérer tous ces sans-emploi, et c'était la possibilité il fallait trouver des entreprises nouvelles sous forme d'ateliers ou de chantiers ou d'entreprises ou simplement d'associations qui soient capables de les prendre en main. Et donc, je suis arrivé à convaincre Michel Rocard que ces entreprises existaient, mais qu'il fallait en quelque sorte les institutionnaliser, leur donner une place au sein de l'économie d'ensemble, et c'est ce qui a donné lieu à la création du Conseil national de l'insertion par l'activité économique, qui m'a demandé de présider, et aussi à tout un corpus législatif concernant, validant, plaçant dans l'économie ces différentes initiatives. Alors ça venait du côté du gouvernement. Mais si le gouvernement s'y intéressait, c'est qu'il y avait déjà ces associations. Et ces associations, pour exister, pour émerger, pour se développer, il fallait qu'elles reçoivent les financements. Et c'est à ce moment-là que la Caisse des dépôts m'a demandé de
présidé l'association France Active, qui a été créée avec de très nombreuses autres associations mutuelles et coopératives pour, en quelque sorte, soutenir en finançant, en accompagnant la naissance puis le développement d'entreprises de ce genre, c'est-à-dire au départ d'entreprises dédiées à l'insertion des gens qui n'avaient pas d'emploi ou qui étaient en sous-productivité. Alors ça, c'était pour moi une double chance, et à partir de là, j'ai pu assister et participer, comme vous qui êtes ici, au développement de ces initiatives multiples qui se sont développées d'une façon tout à fait étonnante et qui se sont développées d'abord sur le plan du chômage structurel pour insérer, faire rentrer dans la société des gens qui étaient par le chômage, qui en étaient exclus, et puis ensuite pour créer des services qui manquaient, parce qu'après tout, si on crée des entreprises, c'est pour qu'elles rendent des services ou créer des produits qui manquent, que l'économie classique ne produisait pas parce qu'elle n'entrait pas dans cette recherche du plus grand profit. Et donc, petit à petit, ces entreprises se sont multipliées et diversifiées. En fait, elles s'appuyaient toutes sur trois principes, je crois, que je rappelle, mais qui ont été tout à l'heure en quelque sorte le filigrane de ce qui vous a été dit. Premièrement, ces initiatives n'existent pas sans un formidable élan des citoyens. Elles viennent des citoyens, c'est eux qui sont capables de les faire vivre, c'est leur volonté, leur désir, leur passion. Mais elles ne peuvent pas exister, je retrouve là cet armistice nécessaire, sans des pouvoirs publics qui viennent les aider, qui viennent les appuyer, parce qu'elles n'ont pas les moyens de toutes les autres entreprises. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est que des entreprises de ce type, le deuxième principe, c'est qu'elles doivent être accompagnées. C'est pas évident de trouver le business plan d'une entreprise de ce type qui a des problèmes parce que les gens qu'elle emploie ne sont pas forcément aussi formés que d'autres, aussi qualifiés que d'autres. Et donc, il y a un accompagnement qui est totalement nécessaire. Et cet accompagnement, il ne peut pas se faire de Paris, il doit se faire auprès des gens, il doit être extrêmement décentralisé. Donc le deuxième principe, c'est l'accompagnement et la décentralisation de toutes ces initiatives. Et enfin, le troisième principe, c'est la gouvernance démocratique et la moralisation financière. Parce que, de toute évidence, les entreprises ordinaires, leur essence, c'est la richesse et le pouvoir du patron. Des entreprises de ce type, c'est le contraire. Elles ne peuvent pas exister en dehors de cette gouvernance particulière qui donne la parole à tous ceux qui y participent, qui travaillent, et sans une retenue financière qui permette
d'être rémunéré à son juste prix, mais pas d'une façon excessive. Alors, tout ceci a réussi d'une façon tout à fait extraordinaire, inattendue en vérité, et petit à petit, des entreprises de ce type ont pris place dans l'économie, et ça n'est pas, on dit souvent, elles représentent 10%, c'est pas tellement les 10% en question, c'est le fait que dans certains coins, elles deviennent indispensables. Elles permettent à un territoire, en quelque sorte, de revivre. Donc, tout ceci, c'est bien développé, et notamment France Active, avec l'aide des banques, parce qu'elle a en quelque sorte convaincu les banques qu'elles pouvaient aller vers des entreprises de ce genre, ont pu répondre aux besoins de fonctionnement et d'investissement de ces diverses entreprises, de ces ateliers, de ces chantiers, etc. Ça, c'est la période que nous avons vécue. Est-ce que nous avons le sentiment qu'il faut aller plus loin? Parce que c'est vrai que nous existons, nous sommes reconnus, nous avons du mal à obtenir des pouvoirs publics ou des finances ou des grandes banques les moyens de vivre convenablement. Mais nous ne sommes pas encore, enfin, nous existons, nous répondons à des besoins, on sent qu'il y a quelque chose qui change, que c'est une autre façon de produire, mais est-ce que cette nouvelle façon de produire, est-ce qu'elle crée un système, est-ce qu'elle peut remplacer le fonctionnement déréglé de l'économie telle qu'elle vit actuellement? Je crois que c'est ça le problème qui se pose, que nous nous posons tous. Est-ce que nous sommes sur le point de transformer l'économie? Est-ce qu'il y a une grande métamorphose, selon les propos d'Edgar Morin, qui fait que nous passons d'une économie de l'affrontement, d'une économie de la compétition méchante, à une économie de la coopération? Est-ce que ceci commence à être vécu sur certains territoires? Oui, il y a certaines expériences qui montrent qu'on peut aller plus loin, que les premières coopérations qui ont donné lieu à toutes ces initiatives, elles doivent coopérer entre elles, qu'il y a sur certains territoires des tas de promesses de changement, mais ces promesses de changement, elles ne se connaissent pas toujours. Il faut donc qu'elles coopèrent entre elles pour mieux se connaître, pour transférer leur savoir-faire, pour former de nouveaux animateurs, etc. Et puis, il y a aussi ce besoin de se dire, mais est-ce que vraiment on peut changer la donne? Je ne suis pas sûr que tous ceux qui sont ici sont totalement convaincus que, au-delà des effets formidables
de nos ateliers, de nos chantiers, de nos entreprises, de nos associations, nous puissions aller plus loin, résoudre, transformer véritablement les modes de travail, les modes de production, les modes de consommation. Le problème se pose à nous-mêmes, d'autant plus que le discours dominant, c'est reconnaître qu'il y a des atteintes écologiques, reconnaître qu'il faut changer, reconnaître qu'il y a des injustices sociales, reconnaître qu'il faut en finir avec ces injustices, mais finalement on ne fait rien. On ne fait rien conforme à ces discours. Nous sommes donc, et si on continue à ne faire rien, il est évident que les crises vont se succéder, que les empreintes écologiques sont de plus en plus violentes, que les injustices, non seulement dans notre pays, mais à travers le monde, sont telles qu'on va vers des conflits sociaux et militaires absolument épouvantables. Donc, si nous voulons faire quelque chose, si nous voulons véritablement changer, il faut changer de discours aussi. Il ne faut pas faire ce discours extraordinairement sympathique à l'égard de l'écologie, mais qui ne se traduit par rien. Il faut que ces initiatives que vous avez mises sur pied, qu'elles coopèrent entre elles et qu'elles arrivent par cette coopération à des initiatives beaucoup plus larges, beaucoup plus complexes et qui changent véritablement la vie au sein de votre territoire ou à l'intérieur du domaine d'activité qui est le vôtre. Je pense que c'est ça qui vous réunit aujourd'hui. Où en sommes-nous de cette transformation? Est-ce que nous sommes capables de la porter? Je vous dis oui. Je vous dis oui. Je vous dis ça vraiment au nom, en quelque sorte, des 100 ans d'attachement passionné à l'économie solidaire. Je suis convaincu que nous pouvons le faire, mais ça dépend beaucoup de votre capacité de travailler ensemble. Coopérer, c'est très compliqué. Chacun a envie de le faire, mais il y a souvent des reculs, des déceptions, et on se rend compte qu'il faut aller de l'avant encore. Et ça, vous pouvez le faire, en quelque sorte, grâce au réseau que vous avez constitué. Et aussi grâce à toute une série de nouveaux groupements qui sont tout à fait prometteurs, des pôles territoriaux d'économie sociale, des tiers-lieux, des fabriques d'insertion, l'expérience formidable de zéro chômeur. Tout ceci existe, se développe, mais un peu l'un en dehors de l'autre. Et le fait que vous êtes là aujourd'hui, c'est une richesse extraordinaire. Alors cette richesse, savez vous en servir, et moi je suis heureux d'être venu ici, la trouver avec vous. Merci. Merci beaucoup, Claude Alfandéry. Merci pour ce message d'espoir. Vous avez entendu, hein ? Faire système, être ensemble et faire système pour changer les choses, pour changer la vie aussi. On espère qu'on sera capable de le faire. Merci aussi pour cette anecdote sur
le téléphérique qui a permis cette rencontre. On est tous issus donc d'une rencontre dans un téléphérique. Merci aussi pour le titre de résistant que vous avez humblement donné aux présents dans la salle, mais c'est vous le résistant, Claude Alfandéry. Je me suis rendu compte que je ne vous ai même pas présenté. La standing ovation m'a empêché. Pardon. Je ne sais pas si je vais utiliser 2 micros du coup. La standing ovation m'a empêché de présenter Claude Alfandéry. Je le redis très simplement. Le vrai résistant, c'est lui. Et puis le fondateur, il l'a dit, du Conseil national IAE, le fondateur du labo de ESS, de France Active. Merci beaucoup pour cette intervention qui donne de l'espoir et qui donne aussi une feuille de route pour la suite. Merci. Merci aussi David Oriot pour cette introduction et cette problématisation.